ça va être un petit peu interactif, hein, puisqu'il est question de l'accent. Comme vous avez constaté le mien, on va aussi constater le vôtre. L'accent, c'est une expérience tout à fait intéressante. C'est une question qui préoccupe largement le Marseillais que je suis, puisque lorsque j'ai commencé à enseigner à l'université, j'enseignais parmi mes cours la phonologie du français, et même si j'étais à Marseille, mon accent était particulièrement identifiable, et lorsqu'il s'agissait de reconnaître les phonèmes et de faire des transcriptions phonologiques, mes étudiants me disaient est-ce que vous êtes sûr que vous parlez français? C'est qu'elle était quand même une expérience intéressante. C'est vrai que les O, les O, les 1, c'est un petit peu compliqué. Bon, je pense que je parlais français, mais ça dit beaucoup de choses. Hein, quand des étudiants vous disent, avec une plaisanterie évidemment, puisqu'on est à peu près de la même communauté linguistique, vous disent, est-ce que vous parlez français? Vous êtes sûr de parler français? Vous imaginez ce qu'aurait pu être la situation si je m'étais trouvé à Paris, dans la même situation. Alors, je vais vous proposer un jeu, des échanges un petit peu interactifs, et vous allez vous comprendre pourquoi. Alors, je vous laisse d'abord regarder, et on y reviendra, je vous laisse regarder cette installation d'Alain Fléchère, qui s'appelle Les hommes dans les draps, et qui a été proposée dans une exposition à Nantes, où Alain Fléchère n'était pas seul, mais qui s'appelait « Représenter l'irreprésentable ». Donc je ne commente pas, ce n'est pas le but, on va y revenir. Donc je vous laisse un petit peu voir ce qui se passe dans cette installation, et on passe tout de suite à une première partie, et je reviendrai sur cette installation, vous verrez pourquoi je fais le saut, sans commenter. Alors, j'aimerais bien que... J'ai 4 textes, qui sont extraits de L'accent, une langue fantôme, un très bel ouvrage consacré à l'accent. Alain Fléchère est quelqu'un qui est polyglotte, qui vient d'Europe centrale. Sa famille était complètement plurilingue, hongrois, français, espagnol. Donc il a vécu dans l'atmosphère de cette éducation parisienne plurilingue, d'immigrés, parfaitement éduqués, mais où il a baigné dans une pluralité de langues, et c'est un élément important. Alors ce que je vais vous proposer, c'est de faire un jeu, si les micros daignent marcher, je vais proposer à 4 d'entre vous, c'est pas très grave d'ailleurs, de lire ces petits textes. Voilà, il y a 4 textes. On va les réduire un petit peu, vous pouvez vous lever pour les voir, et vous allez vous écouter. Alors si vous avez besoin de vous lever pour lire, vous pouvez le faire. C'est peut-être un peu loin, mais qui s'y met? Voilà. Un paragraphe par personne pour qu'on s'entende. Je vous en prie. Alors, j'ai lu le premier paragraphe. Oui, oui, oui. L'accent est complètement perçu comme la présence d'un dépôt arrière goût. Goût. Attendez, on va reprendre ça. Excusez-moi, j'ai dû enlever le... Voilà, vous pouvez y aller. L'accent est complètement perçu comme la présence d'un dépôt arrière goût, parfait parasite, agréable ou désagréable, évocateur ou mystérieux. La trace ou l'indice de l'ailleurs de la langue, de l'hors-champ qui reste ouvert dans les coulisses de la parole, de l'arrière-plan présent dans la profondeur du champ. Merci. Qui prend la deuxième lecture? L'accent est à la fois une forme de mémoire, l'accent révèle, dénonce, trahit, un passager clandestin, une langue fantôme, le fantôme d'une langue, caché dans la langue, seconde que le locuteur actualise.
Cette présence est-elle celle d'un mort ou seulement celle d'un absent? La présence d'un passé ou d'un inactuel dans l'actualisation du discours. Merci, je vais essayer d'agrandir, ça facilitera peut-être un peu les choses. L'accent est à la fois une forme de mémoire et une marque, une vigilance, une capacité à la résonance absolue. Un outil parfait habituel à mélodie du calculage éclairé dissemblable tone, mais de quelle odeur. Merci. Dernier texte. L'accent n'est ni une langue ni un parler, il est plutôt comme un aspect de la parole, une ligne sonore intermédiaire, entendue en plus, au-dessus, à côté, en dessous, ainsi qu'un chemin entre deux langues, puis l'écume de leur rencontre, dans ce lieu de leur confluence où l'une devient rivière et reconnaît dans l'autre le fleuve dans lequel il s'est jeté. Merci de vous être prêté à l'exercice. Voilà, on va revenir à notre homme dans les draps. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette installation après lecture de ces 4 textes où vous l'avez constaté, on parle la même langue, mais on ne la dit pas pareil. Alors, en dehors des difficultés de lecture elles-mêmes, compréhension du texte, taille des polices, etc., si vous fermez les yeux et que vous vous écoutez, vous vous rendez compte qu'il y a à la fois une langue commune, quelque chose que l'on partage, le français, et puis un accent. Alors cet accent, il peut être différent suivant les personnes. L'accent, c'est d'abord une affaire individuelle. Je crois, madame, que votre dernière intervention, si je l'écoute, était étonnante parce que par rapport aux 3 premiers, il y avait une accentuation méridionale, une sorte d'arrière-parfum méridional qui était tout à fait intéressant. En même temps, chacun a cette prononciation particulière de la langue, donc c'est un acte individuel, c'est un acte de parole. C'est vous qui réalisez cet accent-là, mais en même temps, on s'y reconnaît. On parle d'un accent régional. On va dire c'est l'accent belge, c'est l'accent russe à Paris, c'est l'accent méridional, c'est l'accent, on va dire, africain. Quand on ne sait pas mieux dire, on va dire c'est l'accent africain. Donc finalement, c'est à la fois individuel et collectif. Moi, j'ai ma façon de parler et mon accent, mais en même temps, il est propre à toute une région de la France, le Sud, et en même temps, on le verra, tout ça bouge. Les frontières ne sont pas aussi figées. Alors, à votre avis, en repensant maintenant, en oubliant votre accent, mais en revenant à ce que le texte disait, les 4 petits textes disaient, pourquoi est-ce que je replace cette installation? Essayez de vous rappeler des mots qui étaient présents dans les textes. Qu'est-ce que vous avez gardé comme mot dans ces textes caractérisant l'accent? Allez-y, hein, c'est pas la peine de... Vous prenez la parole, on est suffisamment peu nombreux pour qu'on puisse ne pas se donner la parole. Camouflage, ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Caméléon. Fleuve. Parfum parasite. Fantôme.
Frontière. Oui. Pardon? D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Si vous regardez ce terrain, justement, c'est intéressant. Il s'agit d'un terrain. Vous constatez en fait que le visage, l'ombre, hein, l'ombre portée, hein, c'est un concept qui intéresse beaucoup Alain Fleischer. Alain Fleischer s'intéresse beaucoup à des réalités géométriques qu'il applique dans sa littérature, comme dans son cinéma et dans sa photographie. Les angles morts, par exemple, c'est-à-dire un endroit où on ne voit pas. Hein, quand vous regardez dans votre rétroviseur, il y a un endroit où vous ne voyez plus rien. Un angle mort. Et si vous regardez ça, c'est une ombre portée. Et vous voyez tous les éléments ici de l'accent. D'abord, l'ombre fait penser à quoi? On a dit le terme tout à l'heure. Ça, au Bénin, ça devrait parler. Au fantôme, évidemment. L'ombre portée. Ici, elle est portée par quoi? Par un drap, par un arrière-monde. Cet arrière-monde pourrait être, par exemple, une réalité. Alors, un territoire. Un territoire, quoi d'autre? Que pourrait être cet arrière-monde qui fait ombre portée, hein, qui fait ce fantôme? Ça pourrait être par exemple la première langue, celle qu'on appelle la langue maternelle. L'une des caractéristiques de la langue maternelle, c'est qu'elle porte la langue seconde. Par exemple, lorsque vous avez une langue maternelle qui ne reconnaît pas certains sons ou qui ne les pratique pas, la difficulté lorsque vous passez dans une langue seconde, c'est que précisément, hein, vous allez avoir un impact sur la phonologie de la langue. On pense au R, parce que certains sons qu'on n'arrive pas, les re, qu'on arriverait difficulté, certains ont du mal à les prononcer en espagnol. Donc vous voyez que votre arrière-monde, votre fantôme, c'est aussi la première langue, avec son moule, avec ses formes imposées, qui détermine votre entrée dans la deuxième langue. Parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui est important dans ce qu'on vient de voir. La question qui peut se poser, c'est: a-t-on un accent dans sa langue maternelle? Tout à fait intéressant. Alors, si on prend la situation en Afrique, où le français est pour beaucoup, voire pour une majorité, une langue seconde, souvent une langue de scolarisation, hein, même si elle est très maîtrisée, c'est d'abord la langue des études. La langue parlée à la maison, la première langue, c'est rarement le français, quel que soit le pays. Et donc, cette langue-là, qu'on appelle souvent, vous le savez, un vernaculaire, le vernaculaire, c'est souvent un terme péjoratif, parce qu'on considère qu'il s'oppose à véhiculaire, c'est-à-dire qu'en réalité, on aurait l'impression qu'il y a une sorte de langue de la maman, je dirais quelque chose de très affectueux, de très protégé, le cocon. Et puis après, il y a les choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est la langue qui conceptualise, qui permet de, je dirais, d'aller dans la raison. C'est pas tout à fait ça, puisque par exemple, pour ceux qui sont de langue maternelle française, le vernaculaire familial est aussi la langue véhiculaire. Il n'y a pas changement de langue comme on peut l'avoir ici. Alors, mais je vais me poser une question. Si je prends ma situation, je me dis, soyons clairs, ma langue maternelle, personnellement, jusqu'à 6 ans, alors même si mes parents étaient parfaitement francophones, j'ai été élevé par mes grands-parents qui me parlaient arménien. Donc je suis rentré à l'école à 5 ans, je parlais français, mais je dirais mon vernaculaire et la langue de communication de toute la journée, c'était l'arménien. Je ne peux pas dire que je sois rentré à l'école française sans connaître le français, mais ce n'était pas ma première langue. C'était pas ma première langue. Pourtant, si je réfléchis, lorsque je suis passé au français, je ne suis pas absolument sûr
je ne suis pas absolument sûr que mon accent ait quelque chose à voir avec l'arménien. D'ailleurs, quand j'étais en Arménie, quand j'étais en poste en Arménie, que je parlais arménien, on me disait, on voit que tu es arménien de Marseille. Donc vous voyez, tout ça est un peu compliqué. Alors je me pose la question, et vous pouvez vous la poser, mais quand on change de langue, ou quand on ne change pas de langue, vous êtes français qui avez parlé le français à la maison et à l'école, donc il n'y a pas de rupture. Qu'est-ce que c'est que cet accent? Quelle est cette origine? Quel est ce fantôme? Quel est ce parfum parasite? Quel est cet arrière-monde? Ben, on peut y réfléchir ensemble et revenir à ce que nous en dit, Alain Fléchère. Alors, vous l'avez noté, Alain dit, alors, vous avez un mot que vous n'avez pas entendu, hein, dépôt. Dépôt, hein, un petit peu comme quelque chose qui se, vous savez, la boue qui se dépose sur les chaussures, hein, quand on marche. Hein. C'est intéressant. Alors, ici, vous allez avoir, je ne fais pas de lecture parce que c'est pénible, je vous laisse découvrir le texte. L'accent, il vous dit finalement, l'obstacle pour passer de la phonétique d'une langue première à celle d'une langue seconde consiste à acquérir une prononciation satisfaisante. Un moule sonore, hein, vous voyez ce que ça veut dire, on prend forme, un moule sonore à peu près conforme, où pourront subsister, hein, comme on a un petit peu quelque chose d'imparfait, hein, des aspérités ou quelques bosses dans lesquelles on entendra un accent, l'accent comme accident. C'est-à-dire que, voilà, si la prononciation est jugée correcte malgré la trace d'un accent, cela veut dire que dans le saut phonétique jusqu'à la langue seconde, un peu de terre de la langue d'origine est resté collé à la semelle des souliers. Hein? Donc vous voyez que finalement, ce qui est intéressant, c'est que la notion même de langue et d'accent, enfin, à travers la notion d'accent, la langue renvoie à un territoire. Parce que ce territoire, on y marche et on y met de la boue sur les semelles. Hein? Et quand on doit rentrer dans l'appartement, soit on enlève ses chaussures, soit on les secoue fortement pour ne pas déranger le bel ordre de l'endroit où vous allez vous trouver. En même temps, je crois qu'il le dit un peu plus loin, le dépôt, hein, parfum parasite. Comme tout parfum, ça peut être agréable ou désagréable. Et il a dit, alors, vous voyez tout de suite, on a parlé de vernaculaire tout à l'heure, de langue de la mer. Et parfum, agréable, désagréable. Moi, j'aime beaucoup cette note très, comment dire, très, à la fois nostalgique et, je dirais, j'allais presque dire hongroise, mais c'est exactement ça. Le français parlé avec un accent venu, d'ailleurs, m'est immédiatement sympathique. Car j'y décèle à la fois la volonté, l'effort d'une personne pour parler notre langue et son incapacité à abandonner tout le bagage, tous les souvenirs de sa langue d'origine, qui parvient ainsi à maintenir la présence de son fantôme dans la langue et l'identité nouvelle. Hein? Intéressant la notion de fantôme au Bénin. Le revenant, il dit aussi des choses dans la langue. Rapport aux ancêtres, c'est peut-être aussi un rapport à une langue. Peut-être qu'on a perdu, mais une manière de parler. D'ailleurs, c'est intéressant de voir quand on prononce, hein, quand moi j'ai toujours été frappé quand vous entendez les Egungun, il y a la langue est complètement transformée. En fait, on est clairement dans une langue d'un autre monde. Hein, langue d'un autre monde. Et qui dit des choses sur l'origine. Donc, alors, maintenant, vous le voyez aussi, l'accent est connoté. Et c'est paradoxal. On va dire de quelqu'un qu'il parle sans accent. Ça, c'est bien. Alors, généralement, on parle sans accent pour quelle langue? L'anglais. Hein, très, très grave. Les Anglais adorent vous dire, vous parlez l'anglais sans accent. C'est un idéal. Quand on apprend le français,
je ne suis pas sûr que le fait de parler le français sans accent soit, ou avec accent, soit particulièrement un problème. Par contre, on sera très exigeant sur la correction. Le français est beaucoup plus vigilant sur la correction, qu'elle soit phonologique, syntaxique, etc., parce que le français est une langue hyper normée, que sur l'accent. En revanche, la personne qui vit avec un accent, ben, elle vit un petit peu avec son double elle-même. Elle cherche à ne pas en avoir. Elle cherche à ne pas en avoir. Quelqu'un qui, par exemple, à Marseille, on me disait, vous prenez les personnages de Marcel Pagnol, quand ils montent à Paris, la première chose qu'ils doivent faire, c'est perdre l'accent. C'est le premier élément. Mais en même temps, vous voulez perdre votre accent, mais parfois, quand vous arrivez quelque part, votre accent, ben justement, immédiatement sympathique. C'est-à-dire que vous cherchez à le perdre. Alors, le cas typique, c'est le journaliste. Le principe, c'est qu'il faut absolument essayer de parler comme si, finalement, l'accent allait empêcher la communication. Aucun accent n'a jamais empêché une communication. Ce qui empêche la communication, c'est la mauvaise maîtrise d'une langue. Et en réalité, quand vous ne maîtrisez pas une langue, la question de l'accent ne se pose pas. Si je vous ai compris tout à l'heure, j'entends votre accent, vous entendez le mien, mais tant que la communication fonctionne, c'est un petit signal qui me dit « tiens, je suis en Afrique », ou « tiens, je suis à Marseille », ou « tiens, je suis au Québec », mais ce n'est pas si gênant que ça. Si vous apprenez une langue et que vous ne la maîtrisez pas, d'abord on ne se posera pas la question de l'accent, mais on se dira « on ne se comprend pas ». En même temps, quand vous arrivez quelque part, votre accent peut devenir sympathique. Il le dit. Moi, j'ai souvenir quand j'ai travaillé, les premiers temps où j'ai travaillé au ministère des Affaires étrangères, je passais mon temps à essayer de contrôler mon accent, c'est quand même très compliqué. Et puis quand je m'énerve, généralement, ça part très vite. Comme je m'énerve souvent, ça part très vite. Et tout le monde me disait, c'est magnifique, garde ton accent, il pleut à Paris, c'est très ensoleillé. Vous voyez un petit peu le truc, c'est... Donc vous voyez, il y a ce côté, vous-même, essayez de vous dire, il faut rentrer dans le moule. Hein. Je ne pense pas, par exemple, qu'un Parisien s'intéressera, enfin, va se poser la question, vous avez remarqué aussi que la question de l'accent pose la question du pouvoir ou de la force des territoires. Avez-vous déjà vu un Parisien arriver à Toulouse et essayer de masquer son accent? Avez-vous vu un Parisien arriver à Cotonou et se dire, mince, il faut absolument qu'on ne reconnaisse pas que je suis de Paris? Oui? C'est les minoritaires, les dominés. Et vous savez bien qu'en France, le français s'est imposé aux langues régionales. Je veux dire, il faut quand même savoir que le français est devenu la langue nationale, la langue de tous, la langue parlée, avec l'école républicaine à la fin du XIXe siècle. Au même moment où en Afrique, on forçait aux Français, on forçait les Provençaux à parler français. La différence, c'est que le français était la langue écrite depuis le XIVe siècle. Et la langue de l'administration et de la politique. Mais vous n'étiez pas obligé de parler français. Je veux dire, pour être paysan dans le Vaucluse, il n'était pas absolument nécessaire que vous vous adressiez, sauf avec les notaires, les avocats, l'administration en français. Mais sinon, il n'y avait pas de nécessité. Donc l'accent est aussi un rapport de force. Rappelez-vous une histoire assez intéressante à ce niveau. Est-ce que vous vous souvenez? Alors on fait un saut parce que ce qui est passionnant, regardez bien, dans le texte on ne l'a pas fait, il est dit trace ou indice d'ailleurs, territoire, hors champ coulisses. Hors champ coulisses, vous le voyez bien, ça renvoie à une réalité qui est celle d'Alain Fléchière. Hors champ coulisses. Le cinéma. Le cinéma. Alain Fléchière est aussi cinéaste. Et donc ces notions, hors champ, coulisses, sont tout à fait intéressantes. Alors je voudrais faire un saut, puisque j'ai parlé du cinéma, revenir à cette question du territoire. Alors
Je vous laisse en même temps découvrir des textes, parce que je pense que ce n'est pas très agréable de les lire. Est-ce que vous vous souvenez d'une... On va parler un petit peu cinéma, et des exemples aussi que prend dans l'accent une langue fantôme, puisque je m'appuie sur un de ses ouvrages, mais la question des langues et de l'accent traverse toute l'œuvre dans Réfléchir. C'est un souci permanent. Est-ce que vous vous souvenez d'une scène mémorable où se jouent les accents dans le cinéma? Je fais référence au cinéma français, en particulier au cinéma du Sud, Pagnol, avec une scène pas... Alors, tu me fends le cœur. Est-ce que vous vous rappelez cette scène? D'abord, tout le monde a l'accent, sauf... Ils sont 4, 3, sauf M. Brun, qui a l'accent de Lyon. Donc, c'est visiblement le ridicule de la situation. D'ailleurs, vous avez compris qu'il comprenait strictement rien, puisque tout se joue dans son dos. Et il est intéressant de voir que la frontière territoriale, c'est-à-dire la reconnaissance des territoires, passe par l'accent. Monsieur Brun est de Lyon, il parle pointu, comme on dit, il parle pointu, et en même temps, dans un territoire, finalement, où il est étranger, comme on dit à Marseille, où il est étranger, vous avez dit, tu me fends le cœur, et évidemment, c'est un code entre les joueurs marseillais qui font qu'on va tromper Monsieur Brun, justement par cette formule, tu me fends le cœur. Et donc l'autre comprend strictement rien, mais il ne comprend pas la manipulation, mais il ne comprend pas non plus l'accent. Donc finalement, dans cette scène, l'accent est au cœur de toutes les délimitations. Je dirais l'exclusion. Alors en même temps, l'intégration, vous voyez, c'est intéressant. Il est à table, il joue avec les autres, il joue aux cartes avec les autres. Mais en même temps, il est dedans tout en étant dehors. Et c'est à la fois le parler marseillais, tu me fends le cœur, et l'accent qui va finalement, de façon plutôt assez sympathique, le faire sortir du champ. Pensons à des personnages, alors maintenant on peut le prendre à l'envers, pensons à des personnages intéressants aussi du cinéma, on va prendre l'inverse, qui sont doublés avec un accent qui est particulièrement intéressant. Est-ce que vous avez en tête des personnages de cinéma, et en particulier des duos particulièrement connus, Laurel et Hardy? Alors, vous savez que si vous avez l'occasion d'écouter Laurel et Hardy en anglais, en fait, ils ont, je dirais, deux façons de parler différentes, l'une plus urbaine et l'autre plus du sud, mais c'est pas très marqué. Et ce que nous avons retenu de Laurel et Hardy, c'est essentiellement l'accent. Essentiellement l'accent. Nous avons retenu essentiellement l'accent. C'est-à-dire cette façon de prononcer Laurel et Hardy, c'est essentiellement l'accent. La façon de prononcer en français, qui est en fait une doublure. C'est une doublure. Donc finalement, ces personnages nous deviennent encore plus sympathiques par cet accent qui est une fabrication. Comme nous, on joue à prononcer l'accent allemand ou l'accent chinois, parce que vous remarquez que vous pouvez ne pas parler une langue, mais en imiter les accents. Tout le monde vous reconnaîtra que vous parlez allemand, même si vous ne parlez pas allemand. Tout le monde reconnaîtra que vous parlez chinois ou asiatique. Et donc on a, je dirais encore une fois, l'accent, c'est aussi l'avant-scène de la langue. On peut faire semblant de parler une langue avec son accent. Vous voyez? Un petit peu comme l'écume de la mer, l'accent c'est l'écume de la langue. Ça arrive avant la langue. Tout le monde sait, vous savez comment on imitait les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, les choses étaient parfaitement reconnaissables. Mais c'est pas parce qu'on comprenait. Voilà, donc je vais un peu plus rapidement sur les éléments, peut-être pour échanger avec vous. Les origines, alors les origines, on les connaît.
Alors ça, c'est un élément important. La connotation de l'accent, elle est quand même très liée aux origines. Par exemple, l'accent maghrébin est moins apprécié, je dirais, en France, par exemple, que l'accent canadien, québécois. En fait, ce n'est pas l'accent qui est mieux ou moins bien, c'est que derrière, il y a une communauté qui peut être valorisée, nos cousins du Québec ou les immigrés qui viennent chez nous. Donc, l'accent est aussi porteur de toutes les connotations liées aux communautés d'origine. Pensez par exemple que même dans le sud de la France au début du XXe siècle, les Italiens qui représentaient une immigration extrêmement importante ont été très largement stigmatisés et leur accent y était pour beaucoup. C'était l'accent des voleurs, des dockers, je veux dire qu'ils portaient exactement au début du XXe siècle les mêmes connotations que les Algériens dans les années 70. C'était guère différent. Vous voyez ? Donc il y a ce lien avec alors il y a ce lien avec l'histoire. Pour les gens d'un certain âge, l'allemand, avant d'être une langue, c'est une série de sonorités qui renvoient à la Seconde Guerre mondiale. Avec Achtung. Oui. Donc c'est typiquement, je veux dire que dès que vous parlez à quelqu'un, ça renvoie son histoire. Hein, donc, et la langue, elle renvoie une histoire. Donc les origines. Alors je voudrais juste m'arrêter rapidement. Hein. Alors prenons un exemple, je trouve très intéressant. On parlait tout à l'heure de imiter la langue sans la parler. Est-ce que vous vous souvenez d'un film où justement, quand ce dont je parlais, à savoir une langue qu'on ne parle pas, qui ne veut rien dire, mais qu'on reconnaît être par exemple de l'allemand ou du chinois, était utilisé? Est-ce qu'il y a un film que vous vous rappelez? Alors, c'est le film de Chaplin. Le dictateur? Vous vous rappelez qu'à un moment donné, le barbier juif se retrouve spontanément en train de, pris dans une sorte d'émotion, rappelez-vous cette scène où il fait quand il imitait le dictateur, hein, c'est-à-dire Adéloïde Hinkel, quand il imitait le dictateur, il était pris dans une sorte de logorée qui ne signifie plus rien, mais où tout le monde reconnaissait Hitler. Tout le monde. Et il le reconnaissait par l'accent, l'accentuation, et à la fin, je dirais encore une fois, dans tous ces moments de délire, c'est d'abord l'accent, avant le sens, puisqu'il n'y en a pas, qui renvoie à Hitler. En gros, Hitler, c'est d'abord un accent, une forme de parler, et vous voyez bien que l'accent se manifeste encore plus dans des formes de parler. Je veux dire, et donc cette idée finalement que l'accent est aussi catégorise et avant la communication, parce qu'il y a l'arrière-monde, hein, on voit des choses très différentes. Il y a l'arrière-monde, le territoire des anciens, des ancêtres, la langue des ancêtres, le territoire des ancêtres, et puis ce qui arrive, l'écume qui arrive sur le rivage. Avant la langue, hein, vous sentez que c'est allemand et que c'est Hitler, avant même de comprendre, ou sans même comprendre le moindre mot de ce qui est prononcé. Donc, vous voyez, c'est un effet d'annonce. Voilà. Donc, alors, il parle souvent de... Alain Fischer est très, très préoccupé. Je pense que c'est pour ça qu'il est extrêmement actuel au Bénin. Il est très préoccupé de la présence des absents. Et en fait, il parle de présence des morts, mais il n'y a aucun moment dans son œuvre où les morts ne sont pas vivants. C'est-à-dire que vous avez, sous toutes leurs formes, j'ai parlé de l'accent, mais il y a bien d'autres formes, par exemple, la forme des traces, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va retrouver un objet, et à travers cet objet, toute l'histoire, toute l'origine, toute la culture qui était à la base va apparaître, va vivre, va être vivante.
Donc vous voyez un petit peu, voilà, je ne veux pas développer plus sur ces points, peut-être pour échanger avec vous, mais pour résumer simplement, je dirais que Alain Fléchière, puisqu'on parle de lui et pas seulement de l'accent, a été à une formation très solide de linguistique et très solide de piano, de musicien. Il a appris le piano avec Marguerite Long, qui était quand même une très grande dame du piano, et vous voyez tout de suite, plurilingue, musique, c'est la musique de la langue. Et toute son œuvre, y compris visuelle, a à faire avec la langue. Pas seulement avec le sens, j'insiste beaucoup. Et je pense que si Alain Fléchière est cet artiste multiforme, c'est qu'au-delà du contenu, du sens, il y a un rapport à la forme, à la musique, au rythme, au temps. La musique, c'est aussi du temps. La langue fait qu'en réalité, il ne peut pas ne pas influencer une langue. Et par exemple, sa mère parlait espagnol sans accent, aussi français sans accent. Mais tout le reste était marqué par l'accent. Alors avec ce lien de communauté affectif, musical, et qui l'a énormément imprégné. Donc réfléchir sur l'accent, c'est réfléchir sur son passé personnel, sur ses origines, sur son rapport à ses origines, cacher son accent ou le revendiquer, le masquer ou en faire une sorte de porte-étendard, le déni de soi, la complexité, l'insécurité, mais en même temps la volonté, en changeant d'accent, je disais on monte à Paris, en perdant son accent, de changer de classe sociale, de quitter ses origines, de quitter son monde, de s'élever. Hein, vous voyez, perdre son accent, c'est aussi un élément de s'élever, mais en même temps, l'accent, c'est aussi le cœur, pas simplement le sentiment, mais c'est, je dirais, tout ce qui est ineffaçable, même quand on cherche à effacer, qui vient quand on ne l'attend pas, et avec lequel on peut composer. On parle beaucoup d'identité. Moi, j'ai toujours été frappé de voir que dans les grands débats sur l'identité, un des marqueurs d'identité que j'ai jamais cité, on parle d'identité, on vous dira l'identité, c'est, on va vous dire la langue française. La langue française, on va vous dire c'est les valeurs de la République pour parler de la France, mais personne ne vous dira l'identité, c'est l'accent. Et pourtant, votre identité est beaucoup plus spécifique avec votre accent qu'avec le français, puisque le français vous identifie à une communauté de locuteurs sans origine. Voilà. Donc, je voulais un petit peu partager avec vous cette complexité de l'accent et peut-être en même temps vous donner envie de réfléchir sur le vôtre. Voir aussi comment vous avez vécu avec votre accent, ce que vous en faites, comment vous en jouez, ce qu'il a pu avoir de positif dans votre vie ou de négatif, en termes de complexe, en termes de volonté d'ascension. Encore une fois, vouloir oublier son accent, c'est souvent vouloir parler mieux. Alors, on perd quelque chose, mais on gagne en ascension. Donc, voilà un petit peu ces éléments. Je vous incite vraiment à lire cet ouvrage. On aura l'occasion d'en découvrir d'autres et surtout de découvrir aussi le cinéma et la photographie d'Alain Fléchière. La prochaine intervention sera sur... de façon un peu provocatrice, ça l'a beaucoup amusé quand je lui ai dit ne dites pas à ma mère que je suis écrivain, elle me croit cinéaste.
c'est en réalité, c'est de voir que finalement, on retombe sur la même histoire, hein, ce qui est caché. Hein. Alors, l'homme dans les draps, je vous laisse terminer, hein, je vous laisse peut-être sans mots, mais simplement peut-être avec cette très belle installation, l'homme dans les draps. Hein, je vous laisse la regarder encore quelques instants et on termine avec ce qui se joue dans cette très belle installation par rapport à ce qu'on s'est dit. Peut-être que vous pouvez la revoir maintenant avec un éclairage un petit peu différent. Je vous remercie. Voilà, on peut échanger un petit peu librement sur des préoccupations. On est peu nombreux. Alors, j'ai envie de vous dire, comment vous avez vécu, l'avantage de l'accent, c'est comme c'est de la connivence, on peut parler sans être intelligent, forcément. C'est-à-dire que, comment vous avez vécu, vous, votre accent? Si je vous disais, voilà, vous avez un accent, comment est-ce que vous vivez votre accent? D'abord, est-ce que vous avez conscience? Comment vous vivez votre accent et comment vous avez vécu? Est-ce que vous avez toujours vécu avec votre accent de la même façon? Est-ce que vous avez changé? Ça m'intéresse de vous entendre sur votre accent. Je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que l'accent est immuable et qu'on le garde toute sa vie durant. J'ai pas dit ça. Au contraire, il évolue au fil des rencontres, au fil des séjours peut-être, qui font qu'après avoir vécu longtemps dans un territoire, on va rentrer, on va nous dire qu'on ne parle plus de la même façon, etc., on va plus nous reconnaître. Au contraire, comme les rivières et ce fleuve, on draine et on ramasse beaucoup de choses au fil de ces séjours. Alors, c'est pas ce que j'ai dit. D'ailleurs, Alain Fléchière parle de caméléon. Hein, on peut avoir des caméléons d'accent. Je dirais encore une fois, on peut changer. D'ailleurs, vous oubliez une chose, c'est que dans l'accent, il n'y a pas que vous. Il y a aussi celui qui vous entend. Vous pouvez dire, alors moi je peux vous donner un exemple, j'ai quand même beaucoup bougé, et il y a un fond de stabilité dans mon accent, mais dont les locuteurs ont changé d'identification. Les gens maintenant, de plus en plus, m'identifient comme étant du sud-ouest. Les gens me disent, mais tu es où, de Toulouse, etc. Et de plus en plus, on m'identifie. Et je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ai changé? Est-ce que c'est l'oreille qui a changé? C'est une vraie question. Je ne peux pas répondre. Mais globalement, je ne suis pas sûr que malgré mes pérégrinations, on m'ait fait remonter du côté de Lille, vous voyez, par exemple. C'est un peu difficile. Mais je suis d'accord avec vous, la question se pose aussi parce que vous changez de langue. Hein, quand on parlait une langue étrangère, d'ailleurs la seule, mais véritablement où la question ne se pose pas vraiment, c'est l'anglais international, puisqu'il est parlé par personne. C'est-à-dire que l'anglais international étant parlé par tout le monde, c'est une sorte de véhiculaire de globish international qui fait que quand un Indien parle anglais, vous ne posez pas d'abord la question de savoir s'il a un accent ou pas. Vous avez l'impression que vous participez à une grande communauté mondiale qui parle la même langue de communication. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on ajoute toujours de communication. Comme si, oui, effectivement, parce que la langue, ce n'est pas juste la communication. Donc, vous avez raison. Pensez aussi à votre façon de changer changer d'accent ou ce qu'on reconnaît de votre accent quand vous parlez une autre langue. D'autres rapports à l'accent, vous-même, qu'est-ce que vous avez Monsieur, moi, je suis ici depuis 43 ans. Bon, je suis timide du nord de la France, mais quand je parle à mes compatriotes français, tout de suite, je suis doigtée. Toi, tu es du nord, d'où tu viens, donc tout de suite, on me reconnaît. Mais moi-même, je ne me rends pas compte que j'ai un accent. C'est ça qui me paraît bizarre. Mais le fait qu'on vous l'ait dit, est-ce que ça vous... je dirais, c'est pas la première fois qu'on vous le dit, ça fait des années qu'on vous le dit. Est-ce que vous
quand vous dites j'ai pas l'impression d'avoir un accent, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous comprenez l'écart entre votre perception d'une absence d'accent et la perception des autres? Moi, ça me gêne pas, ça. Pour moi, c'est un apport supplémentaire, c'est ce qui fait ma personnalité et mon identité. Je ne ressens pas ça comme quelque chose de négatif. Oui, parce que vous disiez je ne me rends pas compte. Je ne me rends pas compte. Oui. Peut-être aussi parce que quand on parle une langue, on ne se rend pas forcément compte qu'on a un accent. Parce que quelqu'un nous le dise, ou qu'on l'entend sur le audio, un truc enregistré, dans ce que tu dis. Moi, je vois mon accent, je ne l'ai jamais entendu. Vraiment pas, que quand je me voyais sur des enregistrements, des choses comme ça. Et c'est surtout les autres qui me disaient quand je voyageais. Moi, je me suis rendu compte que j'avais l'accent, bien sûr, parce que je suis de Toulouse, de Toulousaine. Mais c'est quand j'étais petite en vacances dans les Landes que des cousins ou des amis disent « Wow, qu'est-ce que tu as l'accent du Sud ?» Et c'est comme ça que ça a commencé. Et chaque fois que je revenais à Toulouse, et bien moi j'ai un petit défaut ou un avantage, c'est d'être à l'oreille. Donc le côté musique de tout à l'heure m'a bien plu dans ce que vous disiez, parce que c'est vrai que quand on a le côté musical, les sonorités musicales, j'ai l'oreille. Donc je vais venir ici parmi les gens béninois, je vais prendre l'accent béninois, entre guillemets. J'étais en Suisse, j'ai pris l'accent suisse. Je suis allée à Côte d'Ivoire, j'ai pris l'accent ivoirien. Moi, c'est un petit cas. Du coup, c'est quand je reviens à Toulouse que j'amuserai les premiers jours toujours. D'où est-ce que tu as ton accent? Je perds mon accent du Sud pour après le reprendre. Alors, vos deux interventions sont intéressantes parce qu'elles sont complémentaires et elles interrogent. En fait, on se rend compte que vous utilisez finalement le fait de changer d'accent. C'est un élément d'intégration. C'est marrant. Se dire que, vous voyez, finalement, cet accent qui semble rien. Si on réfléchit, l'accent, c'est rien. C'est-à-dire que ce n'est pas le moteur de la communication, ce n'est pas l'élément de l'intercompréhension, c'est tout. C'est-à-dire que finalement, vous venez de dire, avec une sorte de fierté un petit peu à la voix, lorsque je change d'endroit, cette capacité caméléonesque à prendre l'accent de l'autre est une preuve de votre capacité à l'intégration. Par exemple, c'est intéressant, quand on va quelque part, on va vous dire « Ah oui, mais la preuve d'intégration, c'est qu'on va apprendre la langue. » Ou on va vous dire « On va manger comme eux. » Et vous vous rendez compte que quelque chose d'aussi anodin, c'est presque rien, qu'est l'accent, vous l'utilisez comme un élément important de l'intégration. Mais votre propos a une limite, me semble-t-il, c'est que vous pouvez acquérir ou chercher à acquérir l'accent d'une communauté que vous représentez forcément connotée positivement. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr, par exemple, que, je vais prendre un exemple très provocateur, je ne suis pas sûr que si, alors si je vais au Québec et que j'imite l'accent québécois, on va prendre ça pour un jeu. Imaginez que je me mette à imiter l'accent dit, parce que l'accent africain c'est une construction. Par exemple, dans les parodies que vous allez trouver dans des sketchs de Michel Leb, si je me mettais à parler comme ça, je vais peut-être provoquer une connivence avec quelques personnes, parce que le rire peut éclater immédiatement, mais si je le faisais avec vous, je ne suis pas sûr que ça provoquerait, je ne suis pas sûr que, ça serait un facteur d'intégration, et vous le percevrez plutôt comme une stigmatisation. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas sûr aussi qu'un Algérien, en parlant avec l'accent algérien, ou un imitant, ou je ne suis pas sûr qu'un allant en Allemagne en parlant alors mon ami, je ne suis pas sûr que les gens trouvent ça particulièrement drôle, enfin, ça ne sera peut-être pas un facteur d'intégration. Donc vous voyez, la cible de la langue et le changement d'accent tient beaucoup à la communauté dans laquelle on se situe. Vous voyez? Je pense qu'aussi, parfois, il faut savoir être intelligent de garder son accent, parce que ça apporte aussi un plus.
moi je sais comme je me rendais jamais compte de mon accent, mais vraiment pas. Quand je suis montée à Paris pour y vivre pendant longtemps, alors pour le coup, moi j'ai fait un effort pour garder mon accent du Sud. Mais parce que comme vous disiez tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'avec mon accent du Sud, ben, c'était la fille des îles qui en plus a l'accent du Sud et c'était positif. Ben oui. Et professionnellement, moi je l'ai joué. Là, vous allez remarquer que dans votre intervention, avec une phrase, vous donnez deux territoires. Vous avez votre arrière-monde derrière. En un mot, vous êtes dans le beau drap. Vous êtes dans le beau drap, vous êtes dans les draps insulaires, la fille des îles. Vous allez remarquer que tout de suite, la connotation, elle est évidente. L'accent renvoie une connotation, il y a la sensualité du terme, etc. Et le Toulouse. C'est-à-dire que région, je dirais encore une fois, où assez spontanément, on va avoir une adhésion de sympathie. Vous voyez? Donc, le territoire et ses connotations les plus fortes. Et pour illustrer le propos, à contrario, moi j'ai grandi dans une famille, je suis originaire de Bretagne, et ma maman m'a toujours dit qu'elle avait été moquée à Paris en raison de son accent breton. Et j'ai toujours grandi, moi, dans cette atmosphère, surtout, n'utilise pas l'accent breton, tu seras moqué, voilà, même en Bretagne. Et les gens entre eux en Bretagne, voilà, évitaient aussi de parler avec l'accent breton. Heureusement, ça a disparu, mais pendant une certaine période, c'était ainsi. Dans l'école, les instituteurs vous reconnaissent lorsque vous utilisez l'accent breton. Rappelez-vous que quand même dans l'école de la Présidente de l'accent pour l'acquisition du bon français, puisque on était réputé, je dirais, marqué par la phonologie de la langue d'origine, et c'est un frein, parce que n'oubliez pas que l'accent est l'origine de la langue fantôme, et l'arrière-monde, c'est un arrière-monde qui est chargé de traits distinctifs. On sait où pas utiliser la rote, on sait où pas rouler l'air, on sait, vous voyez, donc on sait distinguer haut et hors. Vous voyez, donc derrière, c'est chargé, y compris dans l'acquisition. Et comme les parents poussaient à intégrer, à oublier son accent, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste l'école qui a forcé à perdre les langues d'origine. D'abord, c'est l'ascenseur social qui a permis de perdre, qui a eu du sens, sinon on ne va pas prendre le perdu. Et puis les familles jouaient le jeu. Les familles jouaient le jeu, puisque le petit jeu, c'était bien de réussir. Alors quand on réussit moins, c'est le problème. À l'inverse, prenez la situation des ghettos. Alors cette fois, on n'est plus dans la langue d'origine, mais on est parler des banlieues. Moi, j'ai beaucoup travaillé en tant que linguiste pendant une période de mes recherches sur les parlers dits jeunes, les parlers de banlieues, qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils mélangent à la fois toutes les questions, je dirais, de la langue, qu'est-ce qu'elle devient, et puis la façon dont on utilise la langue. Si vous regardez aujourd'hui, vous travaillez dans des collèges, certains collèges, ce qui fait question aujourd'hui, c'est pas la revendication d'un accent, c'est une langue qui ne communique plus, c'est-à-dire qui s'est tellement coupée de la langue. Quand vous voyez parler des jeunes caricaturalement qu'on met dans des films, par exemple La Haine, ce qui vous choque tout de suite, c'est pas nécessairement l'accent, vous allez dire c'est le parler racaille, c'est pas ça que vous allez reconnaître, c'est le fait que vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Donc la limite de l'accent, c'est l'intercompréhension. Sans accent, mais c'est complètement. Enfin, moi je pense que c'est inexact, surtout en tant que tourangeau, où on a coutume de dire que la référence du français, c'est que Tours va être sans accent. Nous, on parle des parigots, on parle du parigot, et un Parisien, pour moi, il a un accent très marqué. Quand on dit on monte à Paris, on doit perdre l'accent, etc., je ne vois pas quelle perte d'accent, puisque Paris, pour moi, n'est pas une référence. Alors, ce qui est absolument intéressant dans votre intervention, alors je lis dans votre intervention, je suis absolument passionnante. D'abord, vous
changer de lieu de pouvoir. C'est-à-dire, vous commencez à dire, il n'y a pas d'accent, mais ce qu'on lit dans les draps, c'est, le drap chez vous, c'est la touraine. C'est-à-dire, effectivement, ce qui peut être, qui est lié à la construction, alors, qui est lié à la construction de la royauté, essentiellement, hein. Je veux dire que c'est là que ça se joue, et évidemment, vous allez dire, vous voyez, c'est intéressant, moi je suis de l'endroit, ça c'est le linguiste qui se permet d'intervenir, moins du point de vue des traits distinctifs du français que le fait que le français ait été assimilé à la cour royale. Et il est clair que son déplacement, par exemple, à Paris, Tuileries puis Versailles, délocalise aussi le bon accent. Ce qui a migré, c'est le pouvoir. Et en migrant, le bon accent, il est passé effectivement de Touraine, des Châteaux de la Loire, à Paris. Mais vous identifiez l'accent à partir de la langue d'origine, hein, du territoire fantôme, du territoire premier, hein, vous voyez aussi le mot premier, primitif, hein, qui vous permet de catégoriser les autres. Hein, c'est-à-dire d'avoir ce jeu. Alors moi je vais poser une question, je vais prendre un témoin, je vais dire, bon, alors, Achille, dis-moi, est-ce que tu as l'impression, parce que pour pouvoir poser une question comme ça, il faut connaître les personnes. Donc je vais poser la question à Achille, à Evelyne et à Gracien, tiens, voilà. Comment tu regardes, est-ce que d'abord tu te poses la question de ton accent? Ou tu te l'es posé à un moment? Ou tu penses que ce n'est pas une question? Comme vous l'avez souligné, l'accent c'est théorie. Et mis à part cela, l'accent influence. Parce que des fois, quand on se retrouve dans un milieu donné, on est influencé par l'accent de l'autre. Et moi, je le dis, pour ne pas être influencé par l'accent de l'autre, il faut savoir contrôler son accent. En fait, le parler. Parce que c'est dans le parler, parce que l'accent vient avant l'expression. Donc, il faut essayer de contrôler pour ne pas être influencé. Donc, pour moi, c'est ça. Contrôler, pour toi, ça veut dire, est-ce que ça veut dire garder ton accent ou ne pas le faire apparaître? Garder. Parce que le mot contrôle, ça pourrait être aussi j'essaie de ne pas faire voir mon accent. Est-ce que tu as par exemple essayé à un moment de te dire il faut que ça serait bien, par exemple pour ma vie personnelle, professionnelle, etc., que je change d'accent ou je fasse évoluer mon accent? Est-ce que c'est des questions que tu t'es posées? Non. Mais tu n'es pas obligé. À un moment donné, il y a une révolte. Moi j'ai connu ça en arménien aussi, hein. On reproche aux parlants de ne pas avoir parlé la langue d'origine. La langue d'origine, c'est intéressant, parce que ce qu'on reproche aux parents, c'est bien quelque part d'avoir coupé un lien avec une origine. Hein. Et finalement, toute cette question de la langue d'origine, elle se pose en deux sens. La langue d'origine, c'est la langue d'où l'on vient, hein, c'est cette langue fantôme, mais c'est aussi la langue d'où on part. Où on part pour en prendre une autre. Partir du fond pour prendre le français, mais généralement, si tu passes au français, c'est que tu veux devenir journaliste. Gracien, toi, ton rapport, toi qui as bougé, tu as une histoire intéressante, parce qu'en plus, avec parents diplomates, etc., comment tu vois ton accent, ton histoire d'accent? Personnellement, je n'ai pas de problème particulier avec mon accent. Pour avoir eu, comme tu l'as dit, la chance d'avoir été élevé par mes parents, d'abord enseignant, et ensuite mon père a fait une carrière diplomatique. Donc à l'âge de 11 ans, je me suis retrouvé à Paris. Et gamin de 11 ans, je me suis fondu, j'ai été influencé par l'accent parisien que j'ai appris. Mais mon père nous imposait un exercice ludique mais pédagogique à la fois.
C'est-à-dire que tous les dimanches à table, nous étions à Paris, dans le 17e, et ce monsieur nous imposait 30 minutes de conversation en goût, parce que nous sommes goût de Porto, sans un mot de français. En fait, c'était pour nous garder connectés avec notre langue d'origine. Ce qui fait que, vivant à Paris, ayant un peu pris l'accent parisien à l'époque, tous les dimanches, on avait 30 minutes d'exercice pour entretenir et cultiver votre goût natal. Et enseignant qu'il était, quand on parlait français, on lui importait l'accent, mais il était très attentif sur l'articulation. Ce qui fait que, très tôt et sans faire d'effort, j'ai bénéficié de la vigilance d'un éducateur qui veillait à ce qu'on articule bien le français et surtout qu'on parle juste. Donc moi, voilà mon rapport à la langue française et à ma langue d'origine, c'est-à-dire que transplanté à Paris, mon père veillait à ce qu'on ne perde pas notre langue d'origine, mais il veillait surtout à ce qu'on s'exprime dans un français bien articulé et juste dans la précision de l'expression. Donc voilà un peu mon cheminement un peu particulier, et ce qui fait que j'ai hérité de ce monsieur à qui je rends toujours hommage, le goût de la langue française, le goût du parler juste. Et aujourd'hui, je m'amuse à produire de la rime en m'amusant, et je me sers de ce don pour illustrer la sagesse de mes ancêtres par la poésie. Et je vais vous donner juste un petit échantillon. C'est être ou singer. Si la vie tient de la diversité, elle tolère mal les ambiguïtés. Alors pourquoi s'épuiser à imiter quand on s'épanouit dans l'authenticité? C'est une sagesse du phare. Voilà, moi, il est toujours difficile, sans fantôme, donc de laisser le dernier mot évidemment au maître Alain Fléchière et de vous faire réfléchir un petit peu en partant sur le mot, on a dit la langue est ce qui reste, le mot reste, l'accent est ce qui reste, il y a aussi résistance, et je vous lis ce très beau passage, très poétique aussi. L'accent est aussi le résultat, le reste d'un duel entre deux langues sur le territoire de l'une ou de l'autre, c'est-à-dire la trace d'une résistance qu'a opposé l'une à une forme d'acculturation par l'autre. Autrement dit, s'il reste encore quelque chose d'une langue première dans la pratique d'une langue seconde, l'accent et ce reste, cette dernière velléité de résister. Merci. Parce que c'était un immense écrivain novateur, il a fait partie du mouvement Fiction & Co. À l'époque, on lisait beaucoup de nouveaux romans, etc. Donc je l'ai connu à l'université, je ne connaissais pas comme cinéaste et comme photographe. Et je l'ai beaucoup lu, et après je l'ai perdu. Et j'ai eu l'occasion de le retrouver ici quand on a monté ce programme avec le Frénois de mobilité, donc de recrutement d'un artiste. J'ai d'abord trouvé quelqu'un que je ne connaissais pas, et puis des gens qu'on partageait en commun. Donc c'était extrêmement... une personnalité d'une humilité incroyable. Je veux dire, très honnêtement, quand vous regardez sa bibliographie, vous allez voir l'immensité de la personne. C'est la personne la plus simple que j'ai jamais rencontrée. Il a une capacité à vous rendre intéressant, à vous, à vous écouter, qui est absolument incroyable, à vous donner du sens à ce que vous dites. Et puis je me suis dit, finalement, cette année, bon, c'était ses 75 ans, je me suis dit, finalement,